Parfait, ben merci, merci de l'invitation, c'est à moi de vous remercier. Donc, oui, aujourd'hui, en fait, je vais effleurer toutes sortes de sujets. Comme Jacques dit, dans le laboratoire, donc à l'Université de Montréal, on a des intérêts envers plein de sujets différents qui touchent de près ou de loin les champignons mycorhiziens. Donc, ça va de choses plus appliquées. Donc, on travaille sur les toits verts, on navigue aussi autour de sujets plus fondamentaux comme la sélection de partenaires ou les comportements racinaires, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, on va peut-être sauter un peu du coq à l'âne dans différents sujets qui nous intéressent en phytotechnologie. Puis entre autres, en commençant avec l'idée que les plantes, donc on sait en phytotechnologie, les plantes nous rendent des services. Que ce soit par leur activité photosynthétique. Donc, elles vont stocker du carbone, elles vont transpirer grâce à ça, puis la transpiration va permettre c'est endothermique, donc ça va diminuer les îlots de chaleur, ça va diminuer les volumes d'eau contaminée. On a plein d'utilités, de services que les plantes nous rendent, mais on se rend compte de plus en plus qu'il y a énormément, c'est pour ça que je parle de sous-traitance dans le sous-titre, que ces plantes-là ne sont pas toutes seules. Donc, essentiellement, il y a beaucoup des fonctions qui sont remplies par les plantes qui sont remplies de près ou de loin par des micro-organismes. Parfois même, la plante, à la limite, est presque juste un support physique pour accueillir un biofilm bactérien qui va faire la job. C'est sûr que je caricaturise à l'extrême, mais quand même, les plantes se font beaucoup aider par leur symbiote. Puis, il y a beaucoup d'attention qui a été portée dans les dernières décennies sur la symbiose mycorhizienne. Particulièrement la symbiose mycorhizienne. Puis, un point qu'on pourrait se demander pourquoi on met autant d'emphase sur les mycorhizes alors qu'il y a plein d'autres endophytes, il y a plein d'autres colonisateurs de l'exosphère, tout ça. Moi, j'ai deux hypothèses là-dessus. Donc, premièrement, la nature fait rien en vain, donc c'est toujours de bon goût, hein, je pense, quand on fait une présentation scientifique, de citer un penseur grec et ou Darwin, donc tchèque. On serait porté à croire que comme les mycorhizes sont partout, hein, si on regarde à droite la phylogénie des spermatophytes, donc chercher les branches rouges, les tips, les branches terminales rouges dans la phylogénie, vous n'en trouverez pas beaucoup. Donc ça, c'est les lignées qui sont essentiellement non mycorhiziennes. Puis si on regarde de plus près, c'est souvent aussi les pauvres mal-aimés du règne végétal, c'est-à-dire le chou gras, l'amarante, toutes les mauvaises herbes qu'on n'aime pas, la silène, la stellaire. Donc, les mycorhizes sont dans tout le reste. Puis sont même dans les plantes les plus primitives, dans les marchantia qui n'ont même pas de racines, on trouve des mycorhizes. Donc forcément, on a peut-être des fois un peu le réflexe de dire, bien, s'ils sont partout, il faut qu'ils soient bonnes pour la plante. Donc, on associe facilement le fait de l'omniprésence des mycorhizes au fait qu'il faut que ces champignons-là rendent des services à la plante. Alors qu'il y a beaucoup d'interactions antagonistes qui persistent très longtemps dans le temps évolutivement. Donc, est-ce que ces symbioses-là sont toujours bénéfiques en contexte de phytotechnologie? On va se poser la question un peu aujourd'hui. Et sinon, deuxième hypothèse qui touche un peu plus à notre propre romantisme, en fait, on a souvent tendance à penser à des plantes stressées comme étant des princesses qui crient à l'aide pour aller chercher l'aide du sauveur mycorhizien. Puis, il y a des évidences de ça. Ce n'est pas une lubie qu'on a comme scientifique. Il y a des évidences moléculaires qui montrent qu'une plante stressée va émettre plus de strégolactone. Mettons, ça va favoriser, par exemple, la ramification des zipes de champignons pour favoriser la colonisation. Donc, il y a des évidences de ça. Puis, il y a clairement des évidences que les plantes en phytotechnologie sont souvent stressées, sont souvent associées à des conditions de contamination par les métaux lourds, sont souvent soumises à des sécheresses, à des sels de déglaçage, etc. Donc, on pourrait penser que les plantes, dans ce contexte-là, vont être plus réceptives. Puis là, pardon, hier, j'étais très content, j'ai demandé à mes enfants pardon, de me trouver un exemple de film qu'ils connaissent qui, justement, ferait allusion à une princesse qui crie à l'aide pour son sauveur mycorhizien, puis ils m'ont sorti en premier l'exemple de Réponse, qui est excellent parce que là, les plantes émettent vraiment des cheveux
racinaires dans ce cas-là, des root hairs dans le sol pour aller chercher de l'aide. Mais ça aussi, on va aborder cette question-là de façon un peu critique, dans le fond, à savoir, est-ce que le stress chez la plante est toujours gage de symbiose bénéfique en phytotechnologie? Et pour que ce film-là se termine bien, entre autres, il faut que les champignons eux-mêmes soient capables de tolérer le milieu dans lequel ils se trouvent. Donc, que la plante soit stressée, mais que ça ne soit pas un point où même le champignon mycorhizien est très stressé. Puis ça, on a de plus en plus d'évidence, en fait, qu'il y a des contextes dans lesquels les deux parties sont très stressées. Puis ça nuit à la symbiose mycorhizienne. Un bon exemple de ça naturel, en dehors du contexte des phytotechnologies, c'est les très vieux sols. En Australie, par exemple, dans des longues chronoséquences, quand on atteint un point où la pédogénèse a eu lieu pendant tellement de dizaines, de centaines, de millions d'années même, les poules de phosphore disponibles pour la plante sont à peu près épuisées. Donc, c'est ce qu'on voit ici, les poules que les plantes aiment, c'est beaucoup le poule bleu en bas puis le poule jaune. Okay? Si on prend la figure en bas à gauche, qui trace dans le fond la disponibilité des différents poules de phosphore en fonction du temps écoulé depuis la dernière perturbation majeure d'un substrat. Dans des très, très, très vieux sols, le phosphore total qui reste disponible pour les plantes est tellement faible que même pour les champignons mycorhiziens, ça devient un problème, la nutrition en phosphore. Donc, dans ces contextes-là, même le champignon est stressé. Dans ces contextes-là, il y a un nombre grandissant d'espèces qui adoptent des stratégies non axées vers les mycorhizes arbusculaires, entre autres, ce qu'on voit ici à droite, qui ne sont pas des différents modèles de vadrouille. En fait, c'est ce qu'on appelle des cluster roots, donc des racines extrêmement denses à un point très localisé dans le sol qui vont émettre énormément d'acide organique pour aller jouer sur la mobilisation du poule en rose ici, qui est très difficile à obtenir pour une plante. Donc ça, c'est un exemple naturel où à un certain niveau de stress, quand le stress devient trop extrême, que même le champignon devient stressé d'une certaine façon, ça peut nuire à la symbiose, à un point tel où dans ces écosystèmes-là, il y a beaucoup de plantes en fait, qui abandonnent la symbiose mycorhizienne pour leur nutrition en phosphore. Autre exemple, plus près des phytotechnologies, plus près de nous aussi géographiquement, parce que là, on parle d'un projet qui a eu lieu dans le cadre de Génorem, qui était un gros projet en cours à l'IRBV avant que j'arrive. Dans ce projet-là, il y a eu, entre autres, une étude qui s'est intéressée à caractériser c'était qui les champignons mycorhiziens qui étaient susceptibles de coloniser les plantes dans des sols avec différents niveaux de contamination. Et de gauche à droite, là, du moins contaminé vers le plus contaminé. On voit deux choses très clairement. Donc, à des hauts niveaux de contamination, il y avait vraiment une érosion de la diversité des champignons mycorhiziens et une dominance par des mauvaises herbes essentiellement. Donc, Rhizophagus, là, c'était un complexe, dans le fond, d'espèces qui étaient apparentées à Rhizophagus regularis, en ce cas-là. Ceci, conjugué aussi avec le fait que dans une autre étude, les auteurs ont trouvé que la colonisation par les arbuscules, donc les structures d'échange qui permettent aux champignons de livrer le bénéfice nutritionnel à la plante, il était à peu près inexistant dans ces systèmes-là. Donc, oui, il y a des champignons mycorhiziens, mais la communauté devient dominée par des espèces peut-être plus opportunistes et la colonisation racinaire devient beaucoup plus limitée, pratiquement pas de colonisation par les arbuscules. Donc, la symbiose est peut-être là, mais à quel point elle est bénéfique pour la plante dans ces systèmes-là, ça prend vraiment des expériences pour clarifier tout ça. Ce n'est pas si clair quand on voit les patrons en milieu naturel. Parlant d'approche expérimentale, ça, ce sont les résultats d'une méta-analyse. C'est dans un contexte de pollution métaux lourds, mais une méta-analyse d'études qui avait justement utilisé des approches d'inoculation pour voir, dans le fond, l'impact des mycorhizes sur soit à gauche, donc la quantité de métaux qui était présente dans les tissus des plantes, et à droite, la production de biomasse par la plante. J'ai ajouté au graphique de Patrick Audet et Christiane Charret la ligne rouge qui est essentiellement la ligne, le point où le champignon a à peu près
pas d'impact sur la plante, on voit que les nuages de points sont quand même assez bien centrés autour de la ligne rouge, là. Ce qui me laissait quand même un peu perplexe quand on lisait le abstract, le résumé de cet article-là, qui, en fait, Audet Charest avait plutôt tendance à interpréter ça comme une évidence que les champignons mycorhiziens augmentaient la biomasse. C'est vrai qu'il y a une maigre tendance peut-être à ce que la biomasse des plantes augmente quand on les inocule dans des sols pollués, puis que ça permettait aux plantes d'éviter les métaux, donc on trouverait plus de points en dessous de la ligne rouge, ce qui est quand même un peu discutable. En tout cas, si un effet significatif existe, certainement qu'il est très faible. Donc moi, en lisant l'abstract, j'avais probablement plutôt l'air de ça, en fait. Je suis un peu perplexe. Donc, à quel point, dans les milieux, dans les conditions très stressantes où on place les plantes en phytotechnologie, la symbiose mycorhizienne est bénéfique, je pense qu'il y a une nuance à apporter. Souvent, on a tendance à penser qu'une plante stressée va être très réceptive aux mycorhizes. Je pense qu'il faut juste se rappeler que ça, c'est une question de dose aussi, de quantité de stress. Puis, je veux pas avoir l'air de la personne qui a inventé cette idée-là. Il y a plein de gens, puis j'ai vu des noms dans l'audience, il y a plein de gens qui ont travaillé sur ces questions-là, puis qui ont testé justement à différentes doses l'établissement des champignons, des symbioses mycorhiziennes en général. Donc, c'est des questions qu'on se pose déjà. Je pense que c'est juste bon de se rappeler que la vie n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Puis des plantes stressées en phytotechnologie, ça ne peut pas nécessairement dire des plantes qui vont répondre favorablement aux symbioses mycorhiziennes. Les autres points que j'abordais dans cette diapo-là, c'est tous des points qui ont trait à la disponibilité d'un inoculum, donc à la disponibilité des champignons dans l'environnement. Donc, pour la majorité des phytotechnologies, par exemple la phytorémédiation, on a besoin, on repose typiquement sur la colonisation spontanée par les micro-organismes, les mycorhizes qu'il y a dans le sol. C'est important de se poser la question sur la disponibilité de ces champignons-là pour les plantes parce que c'est essentiellement ça l'argument qu'on fait quand on développe des bio-inoculants, c'est de dire probablement que le pool de propagules mycorhiziennes n'est pas suffisant et qu'on devrait gonfler cette population-là de champignons pour favoriser un meilleur établissement de la symbiose. Donc ça, avant d'aller dans cette direction-là puis de dépenser de l'argent supplémentaire en phytotechnologie pour inoculer, il faut se poser la question de prime abord, est-ce que l'inoculation permet d'augmenter la colonisation par les champignons mycorhiziens? Ça, on a regardé un peu cet aspect-là, dans le fond, sur un projet qui était piloté par le laboratoire de Michel Labrec à l'INBV. Donc, c'était un projet de phytorémédiation en milieu pétrochimique. Il y avait, entre autres, un traitement d'inoculation ou non de saule avec Rhizophagus regularis. Ce qu'on a trouvé, en fait, c'est que pour l'ensemble des structures qu'on a mesurées en laboratoire, là, la colonisation racinaire des saules par les arbuscules, les vésicules, simplement les ifs intercellulaires, ce n'était pas significativement affecté par le traitement d'inoculation. Donc ça peut être dû peut-être au fait que dans le substrat, il ne manquait pas de propagules pour le saule pour développer le niveau d'interaction avec le champignon que sa physiologie visait, entre guillemets. Donc peut-être que la quantité de propagules n'était pas limitante ou peut-être que l'inoculum a simplement pas fonctionné. Donc, peut-être qu'il manquait de viabilité, peut-être que c'était quelque chose qui avait traîné sur une tablette, on ne le sait pas. Mais nos connaissances, quand même, nous poussent plutôt vers l'option 1, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une évidence ici d'une carence en inoculum, parce ici, on avait échantillonné en octobre. Donc, avec toute une saison de croissance complète, même dans un sol où il y avait très peu de propagules, le sol aurait eu du temps pour développer une colonisation à 75% s'il avait voulu, entre guillemets. Donc, on ne peut pas blâmer le fait qu'il manque de propagules. Là. Je veux dire, on est même capable de démarrer des cultures de ces champignons-là avec très, très, très peu, voire une seule propagule pour des fins expérimentales. Donc, on ne peut pas blâmer ça. Puis encore ici, il faut apporter la nuance. Ce n'est pas parce que
l'inoculation exogène avec Rhizophagus n'a pas mené à une augmentation de la colonisation, que ça ne peut pas avoir eu un impact bénéfique pour la plante. Et ça, on ne l'a pas vérifié. Et c'est possible que l'effet des mycorhizes joue plus sur le timing ou la dynamique temporelle de la colonisation. Parce que souvent aussi, la bioinoculation avec les mycorhizes, ce n'est pas tellement une question de on va être capable d'atteindre une plus haute colonisation à terme vers la fin de la saison, mais plutôt l'établissement d'une symbiose plus rapidement dans la saison de croissance. Donc ça, ce n'est pas impossible que ça ait eu lieu. Je vais juste apporter cette nuance-là. À ce stade-ci, on va changer un petit peu de sujet. Donc, j'inviterais peut-être s'il y a des gens qui ont des questions, on pourrait peut-être prendre les questions, s'il y a des gens qui veulent lever la main. C'est peut-être 2-3 minutes, trouver le bouton. 4-5 secondes. Ici, oui. Je vois Philippe, je t'aime. Je suis pas capable de donner la parole. Par contre, je ne sais pas si Marie-Ève ou Chloé. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner pour le moment. On va essayer de régler ça à mesure que la conférence avance, Pierre-Luc. Fait continue, puis on va s'adapter. C'est normal qu'il y ait des glitches, les gens. Hein, on s'adapte, nous aussi, c'est tout nouveau pour nous. Fait qu'on va s'adapter. Excellent. Parfait. Ben, gardez bien vos questions de bord pour la fin. OK. Donc, maintenant, on switch de sujet vers quelque chose qui est de plus près relié à ce qu'on fait dans le laboratoire. Donc, une chose qui nous intéresse beaucoup dans le laboratoire, c'est la symbiose mycorhizienne sur les toits verts. Donc, il y a Antoine Hainaut dans le laboratoire qui fait sa maîtrise, en fait, là-dessus. Puis là, j'étais vraiment content que mes enfants aient pensé à réponse pour un type de film à mettre dans ma présentation, parce que là, littéralement, la mycorhize doit escalader un immeuble en béton pour se rendre en haut pour aller aider la plante. Puis elle ne va pas avoir de l'aide avec une tignasse de cheveux via l'ascenseur du building. Donc, on peut se poser de prime abord la question, c'est quoi déjà le pool de champignons mycorhiziens qui sont capables de se rendre sur les toits verts? Est-ce qu'il y a de l'inoculation spontanée dans les substrats de croissance? Donc, il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas, qu'on connaît très mal. Donc, ça a peut-être facilité la revue de littérature d'Antoine parce qu'il n'y avait pas grand-chose de connu avant qu'il commence à travailler là-dessus. Bien, une question qu'on se pose, en fait, c'est à quel point, justement, les toits qu'on se posait, parce que l'on commence à répondre à la question, à quel point les toits vont être colonisés par les champignons mycorhiziens du fait qu'on a toujours eu tendance à les considérer comme, puis là je parle des mycorhizes arbusculaires, comme des mauvais disperseurs. Donc, à gauche, à droite, il y a des études qui ont montré que quand on analyse, par exemple, des pièges à poussière où on analyse typiquement les spores fongiques qu'on trouve dans l'air, on ne trouve pas beaucoup de champignons mycorhiziens. Donc, puis peut-être dû au fait que leurs chlamydospores sont vraiment plus grosses que la grande majorité des autres champignons du sol qui font des spores beaucoup plus petites, des ascomycètes ou des basidiaux. Donc, ça pourrait expliquer pourquoi ils se dispersent mal. Puis dans ce contexte-là, on s'attendrait à ce que les toits verts sélectionnent pour peu de champignons mycorhiziens, puis peut-être les champignons mycorhiziens qui sont le plus aptes à se disperser. Puis c'est intéressant parce que dans justement des pièges à spores, la figure en bas à droite, c'est une étude qui a été publiée cette année, on trouve justement que le pool d'espèces qu'on va aller chercher par séquençage de ces échantillons d'air-là, essentiellement, sur les toits, on trouve des champignons qui ont des spores plus petites que la moyenne connue, en fait. Donc, la distribution de la taille des spores pour l'ensemble des champignons pour lesquels on connaît la taille des spores,
c'est le density plot en rose. Puis, ce qu'on trouve dans les pièges, c'est le bleu. Donc, il y a quand même une distinction entre les deux distributions, comme quoi ceux qui se dispersent le mieux dans l'air, c'est effectivement les champignons qui ont des plus petits spores. Donc, on veut pousser plus ces questions-là, comprendre qui est capable de coloniser les toits verts, puis justement, après ça, à quel point cette symbiose-là est susceptible de se développer bien en contexte de toit vert de façon spontanée. Ou si on va avoir besoin d'inoculer, par exemple, avec des inoculants exogènes. Donc, première chose qu'Antoine a fait, en fait, Antoine est allé l'été passé échantillonner 19 toits verts de l'île de Montréal, puis 5 grands parcs, comme l'espèce, si on se met dans un contexte de biogéographie, ces parcs étaient son espèce de continent, de mainland, qui était potentiellement la source de colonisation par les mycorhizes sur les toits. Puis ce qu'il a fait, dans le fond, c'est qu'il est allé doser la quantité de propagules, estimer la quantité de propagules par un bioessai. Donc, avec un bioessai typique là, de 5 semaines avec un maïs dans le substrat pour doser la colonisation après 5 semaines parce qu'on sait que typiquement, c'est fortement corrélé avec la quantité de propagules individuelles qu'il y avait dans le substrat. Puis ce qu'on voit, c'est que non seulement il y a des mycorhizes, mais en plus, le bioessai estime même un peu plus de propagules mycorhiziennes, particulièrement dans les toits extensifs que dans les toits intensifs, c'est-à-dire les toits intensifs étant les toits avec un substrat plus profond, et même que les parcs. Donc, non seulement il y en a, mais il y en a un peu plus. Puis, quand on regarde la diversité, donc la richesse en espèces, c'est la même chose. Il y a plus de diversité dans les parcs, dans les toits que dans les parcs. Donc, ça, première surprise, en fait, les toits verts ne manquent pas de diversité. Puis, il faut noter que dans l'ensemble des toits, les habitats toits, donc les barres bleues, boxplot bleu et orange brune, il y a des toits très jeunes là-dedans. Là. Ce n'est pas tous des toits qui sont là depuis 30 ans. Là. Ça va il y en a des aussi jeunes que, je pense que l'organisation mycorhizienne sur les toits verts, c'est quelque chose qui peut arriver assez rapidement. Puis encore là, c'est peut-être pas une surprise avec justement l'article de Bala-Chaudhary de cette année. Ils ont trouvé plusieurs espèces de champignons mycorhiziens dans leur piège à spores là, dans l'air. Donc, il y a potentiellement une plus grande diversité de champignons mycorhiziens qui sont capables de se disperser efficacement par les poussières, les courants d'air que ce qu'on aurait pu penser. Puis récemment aussi, il y avait un article qui a même évoqué peut-être les oiseaux comme agents disperseurs par excellence aussi. Donc, les fientes d'oiseaux contiennent des propagules de champignons mycorhiziens viables. Puis au niveau maintenant de quelle diversité, donc quels champignons mycorhiziens se retrouvent dans nos échantillons, c'est intéressant pour les sols, donc pour l'ADN qu'on a extrait dans les substrats, donc soit dans le sol des parcs ou dans le sol des toits verts extensifs ou intensifs, il y a quand même une distinction. Donc les parcs ont vraiment un sous-échantillon plus restreint peut-être de mycorhizes que sur les toits, où la diversité est plus grande. Donc, ça retrace ce qu'on a déjà mentionné tantôt. Puis, les structures de communauté sont distinctes. Donc, potentiellement, il y a des espèces de champignons mycorhiziens qui sont surreprésentées dans les toits verts. Puis, c'est là qu'on est rendu, en fait. Ce qu'on veut aller regarder, justement, c'est s'il y a certains traits en particulier, entre autres peut-être la taille des spores, qui permettent d'expliquer pourquoi il y a certains champignons mycorhiziens qui ont plus de succès dans les toits que dans les parcs. Versus au niveau des racines, il y avait beaucoup moins de distinction. Les ellipses des 3 différents groupes d'habitats se recoupent énormément. Peut-être dû au fait que souvent, les racines en général ont tendance, l'ADN qu'on trouve dans les racines a souvent tendance à être plus dominé par des espèces plus cosmopolites, plus généralistes, comme les Claroidoglomus ou des Rhizophagus. Donc, peut-être que ça limite un peu la distinction qu'on peut faire entre les habitats de ce côté-là. Mais au niveau du sol, c'est clair qu'il y a une distinction entre les habitats.
Maintenant, une question qu'on va adresser très bientôt, c'est justement, donc, si la colonisation est aussi rapide, est-ce que c'est pas parce que peut-être qu'il y a déjà des symbioses mycorhiziennes en cours dans les plantes qu'on installe sur les toits? Donc là, ce qu'on a fait pour ça, c'est qu'on a carrément commandé des plantes d'un fournisseur de toits verts, donc chez Aiglon Indigo. On a commandé des plantes, on va caractériser les communautés d'endophytes, les communautés mycorhiziennes, puis la colonisation de ces plantes-là reçues du fournisseur. Parce que peut-être qu'il n'y a pas nécessairement un filtre au niveau de la colonisation exogène une fois que les plantes sont sur le toit, mais peut-être qu'on amène carrément des champignons mycorhiziens avec les plantes qu'on installe sur les toits. Puis, il va y avoir aussi des questions à se poser au niveau de l'inoculation des toits verts. Donc, oui, il y a des mycorhizes sur les toits, mais est-ce qu'on pourrait favoriser, par exemple, la survie au moment de la transplantation de ces plantes-là si on les pré-inoculait avec des champignons mycorhiziens? Puis encore là, après ça, quelles espèces de champignons mycorhiziens pourraient être plus ou moins bénéfiques que d'autres? Ça reste à tester. Et ça va dépendre beaucoup, en fait, de l'impact que différents champignons vont avoir sur la tolérance à la sécheresse des plantes, parce qu'on le sait, sur les toits verts, un des stress principaux que les plantes y vivent, c'est le manque d'eau. Donc ça, à quel point ça peut favoriser la survie des plantes, et peut-être aussi élargir notre spectre de plantes qu'on pourrait utiliser. Donc, principalement, là, les plantes qu'on utilise en ce moment sur les toits verts, c'est des plantes qui sont connues pour avoir une résistance à la sécheresse intrinsèque. Par exemple, le sédum, c'est pas une plante qui est très fortement mycorhizée. Donc, c'est une plante qui est une plante grasse qui va tolérer par elle-même, on peut dire, la sécheresse. Je vais prendre les questions pour les toits à la fin, là, mais gardez des questions sur les toits verts si vous en avez. Je passe sur mon dernier petit sujet qui est une autre phytotechnologie qui nous intéresse beaucoup dans le labo, la stabilisation des pentes. Donc, pourquoi on veut stabiliser les pentes? Bien, évidemment, pour l'aspect logistique ou sécurité, d'éviter les glissements de terrain. Aussi, l'aspect plus écotoxicologique ou éco-environnemental, de limiter la perte d'éléments nutritifs des sols environnant les cours d'eau et le gain néfaste d'éléments nutritifs des cours d'eau eux-mêmes. Donc, ce qu'on veut faire essentiellement, c'est créer un contexte où l'eau a des chemins préférentiels pour voyager. Ça, on voit un très bon exemple ici de comment, par exemple, les vers de terre anéciques qui font des galeries qui se promènent dans l'axe vertical peuvent créer des chemins préférentiels. Donc, avec un marqueur, un colorant, on peut voir que l'eau colorée va voyager beaucoup plus dans certains axes, en fait, les anciennes galeries de vers de terre. Puis ça, c'est exactement ce qu'on cherche dans les sols bordant les cours d'eau. On cherche des chemins préférentiels. De la même façon que moi, puis là, j'arrive avec mes skis dans le bain là, pour la carte Montréal-Sherbrooke. Moi, je suis content qu'il y ait un chemin préférentiel entre Montréal et Sherbrooke parce que quand j'ai envie d'aller à Sherbrooke, je veux qu'il y ait un chemin préférentiel que les gens prennent, qui est la 10, pour que moi, je puisse prendre les petits chemins et aller tranquille, puis regarder le paysage, tout ça. Ben, nous, ce qu'on veut en phytotechnologie, c'est que le phosphate et le nitrate fassent la même chose. Donc, le phosphate et le nitrate, eux, restent dans les zones brunes ici, passent pas le moins possible par les chemins préférentiels, puis que comme ça, les surplus d'eau, l'eau qu'on appelle gravimétrique ou les précipitations abondantes, puis tout ça, puissent passer par les chemins préférentiels puis éviter le lessivage, dans le fond, des nutriments dans les cours d'eau. Puis pour ça, ce qui est important pour la création de chemins préférentiels, c'est que le sol soit bien agrégé. L'agrégation du sol, qu'est-ce qu'il a fait en écologie? La réponse va être « ça dépend ». Donc, ça dépend entre autres de l'identité de la plante. Ça dépend aussi beaucoup, donc ça c'est un résultat expérimental de Riley du début des années 2000 qui montre que les agrégats en Y, la stabilité des agrégats est très affectée par l'espèce de plante qu'on utilise. Donc, vraiment pas la même chose si on utilise, par exemple, l'avoine, du trèfle. Donc, il y a vraiment un impact de la dynamique racinaire comme telle, puis un impact indirect aussi fort de la biomasse mycorhizienne.
Donc, en bas à droite, ce que vous voyez, c'est une relation entre la stabilité des macro-agrégats puis la quantité d'IF mycorhiziens qu'il y avait dans le sol. Avec un coefficient de Pearson de 0,83 en écologie sur les mycorhizes, c'était littéralement un cas de on ouvre une bouteille de champagne. Donc, clairement, il y a un effet fort de la biomasse mycorhizienne. Donc, maintenant, comment on peut jouer avec ce dimmer-là, ce gradateur-là, pour aller maximiser la biomasse dans le sol de champignons mycorhiziens? Ben déjà, de prime abord, il faudrait connaître c'est quoi plus précisément les traits des champignons qui favorisent la stabilité des agrégats. Donc, est-ce que c'est juste le fait d'avoir un plus grand réseau d'IF, donc juste physiquement, plus de filaments dans le sol qui vont s'entremêler entre les particules de sol puis créer des espèces de sites de nucléation ou des débuts d'agrégats qui vont pouvoir être stabilisés par des exopolysaccharides, de bactéries, toutes sortes des cycles mouillage-séchage. Donc, est-ce que c'est juste une quantité d'IF qui est importante ou peut-être le taux d'exudation de carbone par les champignons? Parce que les champignons, comme les plantes, vont aller rejeter du carbone dans le sol. Ça va nourrir les populations microbiennes. Donc, on ne connaît vraiment pas bien, en fait, les mécanismes fins qui régulent cette relation-là. Et en fait, Riley, qui avait publié en début 2000 cette figure-là, a publié en 2015 dans New Phytologist un article qui expose toutes sortes de voies potentielles qu'on devrait suivre pour aller explorer certains traits des champignons mycorhiziens qui pourraient nous aider à comprendre ce mécanisme-là. Donc, en 2015, c'était clairement pas réglé. Puis, je peux vous dire, en 5 ans, il ne s'est pas passé tant de choses que ça non plus. Donc, il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Et sinon, une autre façon de maximiser la biomasse mycorhizienne, ce serait peut-être aussi de mieux comprendre la compatibilité ou la spécificité d'interaction avec la communauté végétale. Donc, quand on va sur le terrain, on a typiquement tendance à trouver que différentes plantes ont différentes préférences envers certains champignons mycorhiziens et vice-versa. Donc, il y a de la sélection de partenaires qui n'est pas aléatoire. Ça, c'en était un exemple d'une étude qu'on a publiée en 2015 qui montre, par exemple, que le rubus, les catrinettes puis la spirée ont tendance à être associés avec certains champignons mycorhiziens davantage communs que, par exemple, avec le fraisier ou avec la clématite, par exemple. Donc, il y a des préférences. Puis notre défi, dans le fond, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que il y a des interactions qui fonctionnent moins bien. Et ultimement, donc, on pourrait aller jouer sur évidemment, on ne pourra pas aller jouer sur la composition de la communauté mycorhizienne sur le terrain en phytotechnologie, ça c'est illusoire, mais on pourrait jouer sur, après ça, la sélection des végétaux qu'on veut implémenter en fonction du pool d'espèces mycorhiziennes qui sont là. Évidemment, ça, c'est du tout sauf du court terme. Là, on nage vraiment dans le plus fondamental ici, mais ça reste une question qu'on doit se poser. Donc, il y a des préférences sur le terrain, ça va influencer les relations plantes-mycorhizes. Il faut essayer de comprendre c'est quoi qui fait en sorte qu'une plante va préférer tel champignon puis pas tel autre. Donc, ça, c'est l'aspect plus fondamental de nos recherches qu'on essaie de pousser pas mal dans le laboratoire. Donc, en gros, j'ai lancé des idées dans plein de directions. Si on revient à notre diapo de départ, donc, qu'est-ce qu'on statue sur ces choses-là? La nature ne fait rien en vain. Je suis d'accord qu'il n'y a pas eu de pression évolutive pour éliminer la symbiose mycorhizienne. Clairement, ça doit être rare, en tout cas, qu'elle ait toujours un parasitisme. Donc, le défi, en fait, maintenant, c'est de mieux comprendre dans quelles conditions le mutualisme est très fort, dans quelles conditions il est plus faible. Il est peut-être moins bénéfique pour la plante. Puis ça c'est tout un défi. Puis pas juste en phytotechnologie, je veux dire, l'idée même du concept mutualisme-parasitisme qui date des années 90. Nancy Johnson a publié en 97 et en 2015 2 articles dans New Phytologist avec à peu près les mêmes thématiques, comme quoi il n'y a pas grand-chose qui a changé dans notre compréhension des choses. Donc, mais un défi, c'est de comprendre dans quels contextes environnementaux
les plantes vont bénéficier plus ou moins de la symbiose mycorhizienne. Puis en phytotechnologie, ça ne fait pas exception parce qu'on place les plantes dans des contextes vraiment particuliers, des fois des contextes nouveaux aussi pour lesquels on n'a pas vraiment d'analogue naturel. Donc, il faut se pencher là-dessus. Puis la question du film pour enfants, bien encore là, je dirais c'est une bonne analogie, puis ça fait référence aussi au fait que comme tout bon film pour enfants, il y a des doubles sens, puis des phrases qui sont dédiées aux adultes, puis que les enfants ne comprendront pas dans le film. Bien, la même chose, c'est si vous avez comme une chose à retenir de ma présentation, j'espère que ça va être que la nature de la symbiose est contexte dépendante, puis qu'une plante stressée n'est pas forcément une plante qui va nécessairement être très réceptive à la symbiose. Que des fois, on peut atteindre des niveaux de stress où même la symbiose mycorhizienne ne sera pas bénéfique, dans le fond, pour la plante. Donc, en phytotechnologie, c'est à garder en tête que il faut comprendre la contexte dépendance, si on veut, du bénéfice que la symbiose peut apporter, puis pas nécessairement penser que parce que la plante est stressée, un ajout de mycorhize, une manipulation de la symbiose mycorhizienne va être bénéfique pour la plante. C'est malheureusement plus complexe que ça. Puis en fait, c'est ça un peu le but de notre travail, si on veut, dans le laboratoire, c'est de garder le film puis écrire la suite. Donc, là-dessus, je pense que ça fait le tour de ma présentation. Puis j'espère qu'on va être capable de passer à travers une période de questions plus fructueuse que tantôt. Puis je veux noter que je suis certain que ma fille va être super fière de moi d'avoir terminé une présentation académique avec une affiche de réponse. Donc, je pense que je vais lui dédier celle-là. Donc, merci. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Il va falloir aller voir ce film-là aussi, dont je n'avais jamais entendu parler, malheureusement. Alors, merci beaucoup. Pour des questions, ben d'abord, oui, on va essayer de régler le cas à ceux qui veulent nous poser une question de façon orale en activant leur micro. Mais en attendant, il y a Philippe Jotan qui demandait ton avis sur l'avantage d'inoculer les mycorhizes sur des sites qui ne sont pas particulièrement pauvres, les cultures agricoles, les vignes, les arbres fruitiers. Est-ce que c'est dépendant, situation dépendant aussi, ou qu'est-ce qu'il y en est? Ben, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de promesses qu'il va falloir, avant de faire trop de promesses, il va falloir vérifier certaines choses. Puis, entre autres, dans les essais en champ, puis là, mon collègue Mohamed pourrait vous entretenir là-dessus beaucoup mieux que moi, mais ou peut-être même j'ai vu le nom de M. Fortin. Donc, il y a beaucoup d'essais en champ aussi qui ont montré des fois des succès d'inoculation mitigés. Donc, je pense qu'un de nos défis, puis ça c'est en cours dans la littérature, c'est de comprendre ce qui va favoriser l'établissement de l'inoculum. Puis ici, je pense que l'esprit d'inoculer un champ qui est peut-être déjà assez riche en termes de nutriments, c'est pas tant un aspect il manque de champignons mycorhiziens, tout ça, mais plutôt on veut primer, on veut gonfler une colonisation rapide. Parce que c'est pas parce qu'un sol contient des nutriments accessibles pour la plante que ça veut dire que le champignon ne livrera pas de bénéfices nutritionnels à la plante. Il y avait un excellent article, par exemple, de Smith, Sally Smith, dans le début des années 2000, qui avait montré qu'avec des isotopes du phosphore, justement, que même en absence d'un gain en croissance, donc les plantes inoculées versus non inoculées, les plantes inoculées ne performaient pas nécessairement mieux, mais il avait été capable de montrer que dans certaines combinaisons plantes-champignons, le champignon donnait quand même pratiquement 100% du phosphore de la plante, donc il provenait du symbiote mycorhizien. Donc ça, c'est peut-être à l'autre extrême. Il ne faut pas non plus tomber dans le panneau de dire dans les sols fertiles, les champignons mycorhiziens n'ont rien à faire. L'aspect influence des mycorhizes sur la nutrition des plantes, ça peut avoir un rôle dans les sols fertiles. Puis, il y a évidemment plein d'autres bénéfices non nutritionnels qui sont difficiles à quantifier. Donc, le bénéfice pour la plante est difficile à quantifier parce qu'on n'a pas de comparable. Si on voulait vraiment être strict là, en écologie évolutivement parlant, il faudrait être capable de comparer le coût
de la symbiose versus les bénéfices de la symbiose. Puis pour ça, évolutivement parlant, l'unité de mesure, ça devrait être la fitness. Puis ça, à part dans des contextes comme ça, agricoles, où on a une plante annuelle, c'est difficile d'aller chercher, par exemple, le coût qu'on appelle d'opportunité de la symbiose. Donc, si la plante donne tant d'unités de carbone aux champignons, c'est du carbone qu'elle n'utilise pas pour faire d'autres racines, oui, mais pour se défendre contre les herbivores ou pour faire d'autres fonctions de son métabolisme. Donc, c'est une question qui est vraiment difficile. Donc, moi, je dirais ni du côté comme on devrait abandonner cette question-là, ni du côté on devrait en mettre partout maintenant, parce que j'ai l'impression qu'il nous manque beaucoup de pièces du casse-tête. Mais encore là, c'est pas mon domaine de spécialisation comme tel, donc je pense que probablement que d'autres de mes collègues pourraient avoir des réponses plus étoffées sur le sujet. Je ne sais pas, Henri a encore la main levée. Je ne sais pas si c'est parce que tu as toujours une question ou... la main est partie, donc peut-être plus de questions. Mais j'en aurais un autre, Pierre-Luc. Considérant que, à part certains cas évidents où on peut mesurer l'effet sur la biomasse, c'est une mesure qui est facile à prendre, puis les mycorhizes, on leur associe aussi d'autres bénéfices sur... quand tu as mentionné sur la résistance à des maladies, par exemple. Considérant que c'est difficile à mesurer, est-ce qu'il y aurait un désavantage à dire, bien, regarde, par simple mesure de précaution, je vais inoculer mon toit vert ou tout ça, puis soit qu'il va y avoir un bénéfice, soit qu'il n'y en aura pas. À part le coût, est-ce qu'il peut y avoir un désavantage à inoculer un toit vert ou... Ben, parmi les enjeux qui ont été soulevés, là, par exemple, Miranda Hart avait publié un article là, sur le sujet de l'utilisation des inoculants et tout ça. Puis, il y a eu des enjeux au niveau de risque potentiel que les inoculants puissent agir comme vecteurs. Si, mettons, il y a des problèmes de pureté de l'inoculum, si pour avoir des contaminants. Personnellement, je pense pas que c'est un enjeu majeur, avec par exemple un produit comme celui de Premier Tech qui est produit dans des conditions très aseptiques, j'y crois plus ou moins. Sinon, ce que les gens ont perçu comme un effet potentiellement négatif, c'est que si on pousse, c'est comme si on allait semer, mettons, de l'avoine dans toutes les communautés végétales qu'on voit pour être sûr qu'il y ait du couvert, qu'il y ait du vert partout. Ben, il y a des gens qui pourraient comme émettre la crainte que ça va faire de l'homogénéisation biotique, puis qu'il va y avoir de la perte de diversité native à cause de ça, parce qu'on met un étranger qui est très de type mauvaise herbe. Par exemple, Rhizophagus regularis, c'est pas pour rien que c'est ce champignon-là en particulier qu'on produit à large échelle, c'est parce qu'il est excellent pour se reproduire rapidement et tout ça. Mais encore là, c'est à quel point la crainte est fondée de ce côté-là que si on met un inoculum, ça va homogénéiser la communauté dans laquelle on le met. Je ne sais pas, parce que déjà, il faut comprendre que ce champignon-là est déjà cosmopolite. Donc, c'est pas comme si on le mettait dans un endroit où il n'existe pas. Le plus souvent, il va probablement déjà être présent. Puis en fait, c'est même un enjeu pour déterminer si l'inoculation a fonctionné, parce que là, il faut être capable de différencier le rhizophagus qui était déjà dans le sol versus celui qu'on vient de mettre. Donc, des fois, on faisait appel à des marqueurs qui évoluent plus rapidement, mettons des gènes mitochondriaux, des choses comme ça, sur lesquels Mohamed a travaillé, entre autres, pour distinguer les souches. Donc, à quel point il va y avoir une homogénéisation des communautés mycorhiziennes à cause de l'inoculation, mon feeling serait que le risque est quand même minimal. Donc, je pense que rendu là, c'est peut-être plus une question de rentabilisation du coût que ça implique d'inoculer. Mais sinon, je pense pas qu'on devrait voir ça comme s'il y avait une épée de Damoclès qui nous pendait au-dessus de ça et qu'on jouait à... Mon beau-père aime ça, dire que je joue avec des petites bébites là, dans mon laboratoire. Mais, je pense pas qu'il faut avoir cette paranoïa-là qu'on va comme briser l'écosystème
parce qu'on n'implique pas quelque chose d'exotique en tant que tel. L'isophagus, celui qu'on inocule typiquement, il est déjà là, en fait, souvent. D'autres questions intéressantes qui sont reliées beaucoup au toit vert. Marjolaine demande, les crassulacées, est-ce que ce sont des plantes qui peuvent être inoculées? Est-ce qu'elles sont connues pour avoir des relations mycorhiziennes? Comme on sait, les crassulacées sont très utilisées dans les toits verts. C'est ça. En fait, moi, c'est ce qui m'a surpris parce que typiquement, ce qu'on reconnaît, c'est qu'il peut y avoir de la colonisation. Puis en fait, comme n'importe quelle même plante strictement non hôte, par exemple, Arabidopsis thaliana, si on y met une plante voisine mycorhizée, il va y avoir une espèce d'effet source-pluie qui va avoir une pression de colonisation qu'on est capable de générer de la colonisation d'Arabidopsis quand elle est en présence d'une plante voisine qui est très fortement mycorhizée. Donc, de la même façon, on peut observer la colonisation racinaire de sédum. Des fois, on n'en trouvera pas du tout. Je n'ai jamais vu un cas de crassulacée colonisée énormément, mais j'en ai pas observé beaucoup. Mais ça m'a surpris, par contre, de voir que les toits extensifs de notre jeu de données avec Antoine étaient les plus denses en propagules mycorhiziennes, alors qu'il y en a beaucoup de ces toits-là qui ont beaucoup de sédum. Donc, c'est soit que ces propagules-là, parce que le sol était un composite de plein d'endroits sur le toit, donc c'est soit que ces propagules-là n'étaient pas dans la rhizosphère de sédum, ou soit que sédum est peut-être plus mycorhizienne qu'on pense dans un toit vert versus peut-être dans un essai en serre ou dans d'autres contextes. En lien direct avec ce que tu viens de dire, Guillaume Grégoire demande justement si l'étonnante diversité que vous avez trouvée ne pourrait pas être simplement due au fait que les toits étaient inoculés par des mycorhizes, par les fabricants, ou que les substrats qui ont été utilisés pour produire les plantes ont été mycorhizés? Est-ce que ça ne peut pas expliquer la grande richesse que vous avez trouvée par rapport au parc? L'inoculation, dans le fond, exogène, mettons l'application mycorhize, Ouais. ça ne pourrait pas expliquer pourquoi on a trouvé autant d'espèces, parce que les inoculats ne sont pas disponibles pour toutes les espèces qu'on a trouvées. Donc, du Rhizophagus à pelleter, ou à la limite, des fois, il y a mettons, Funeliformis mossé qui peut être inclus dans certains inoculants, mais mettons, ce qui est disponible sur le marché au Québec, on aurait vu que c'est presque juste du Rhizophagus, mettons. C'est pas ça qu'on a trouvé. Puis pour les substrats, est-ce qu'il peut y avoir des mycorhizes dans les substrats, par exemple, de Aiglon indigo? Bien, ça, on va le savoir à la fin de l'automne. Enfin, il y a un stagiaire de microbiologie là, qui a son projet strictement sur cette question-là dans le laboratoire, d'analyser les plantes qu'on a reçues du fournisseur, voir si eux, quand on démarre, les plantes qui sont disponibles sur le marché pour démarrer des toits verts, c'est quoi qu'il y a dedans au départ. Mais encore là, c'est pourquoi, qu'est-ce qui ferait en sorte que la diversité serait si grande? Je ne pense pas que dans une poche de agromix G10 ou je ne sais pas quel autre substrat qu'on utilise couramment, il y a une grande diversité de champignons mycorhiziens. Donc, je prédis que ça va être, c'est quand même probablement de l'inoculation par le milieu extérieur une fois que les plantes sont installées. Ce serait ma prédiction. OK. Une question qui vient de moi. En phytotechnologie, souvent, les plantes, selon le contexte, ils ont un certain stress. Évidemment, tu parles des toits verts, c'est un stress de sécheresse, de sol qui peut être mince. La restauration des sols ou dans les pentes, ça peut être un peu la même chose. La phytorémédiation des sols contaminés, là, on a un autre stress. Donc, puis, au moins de façon théorique, tu as apporté beaucoup de nuances dans ta conférence, là, ça c'est très nouveau. Mais au niveau théorique, on associe quand même davantage les mycorhizes à des milieux stressés. Mais qu'en est-il à ce moment-là du potentiel des mycorhizes en marais filtrant? Parce que le marais filtrant, c'est un milieu qui reçoit beaucoup d'eau, donc ce qui se distingue des autres, il n'y a pas de question de sécheresse, là. Évidemment, l'eau est en abondance. Et c'est une eau qui est très riche en plus, donc c'est un milieu qui est idéal pour la croissance des plantes. Est-ce qu'il y a un potentiel, selon toi, qui vaut la peine d'explorer sur les mycorhizes pour aider les marais filtrants à être plus efficaces? Très bon point. Puis, en fait, de la même façon que quand on a écrit l'article, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a
plein d'effets qui peuvent être contradictoires, mettons, puis il n'y a pas beaucoup de données disponibles. Mais si on prend, par exemple, le cas de c'est qui colonise les marais filtrants, en fait, comme tu disais justement hier, ben, le phragmite, c'est une plante compétitrice par excellence, puis souvent, les plantes qui favorisent le plus la biomasse mycorhizienne, c'est les plantes compétitrices, parce que c'est les plantes qui sont très tolérantes au stress. Mettons une plante qui va tolérer un milieu très stressant pour d'être capable de tolérer des conditions très fortes en ombre ou en métal ou tout ça. Souvent, c'est des plantes qui vont avoir un pace of life, là, dans le fond, des plantes qui vont avoir un métabolisme lent, qui ne vont pas donner beaucoup aux champignons mycorhiziens. Les plantes rudérales vont s'arranger toutes seules, fait ne vont pas non plus en donner beaucoup. Donc, les plantes compétitrices seraient probablement un bon filon exploité pour le champignon. Par contre, dans un milieu submergé, il y a la question des nutriments aussi, c'est certain qui est problématique. Puis aussi, je pense, la question de l'oxygène, probablement. Donc, je ne sais pas à quel point il y a beaucoup de champignons mycorhiziens qui tolèrent bien les faibles concentrations d'oxygène dans ces milieux-là. Donc, ça sera un défi, en fait, de regarder, de comparer qu'est-ce qu'il y a dans les marais filtrants, qu'est-ce qu'il y a dans des milieux humides naturels. Est-ce que le contraste de fertilité peut expliquer, est-ce qu'il y a une différence entre les deux milieux? Est-ce que c'est expliqué par la fertilité? Ou si, dans les deux cas, on sélectionne pour le milieu submergé, point, peu importe la fertilité. Ben c'est certain que si on regarde là, a priori, je pense qu'on part avec deux prises, dans le sens qu'il n'y a pas d'oxygène, il y a beaucoup de nutriments. Ça suggère peut-être que les mycorhizes ne seront pas nécessairement de prime importance, à moins que ça puisse fournir des bénéfices alternatifs, comme peut-être dans les milieux humides, il y a peut-être beaucoup de chytrides qui vont infecter les racines, puis peut-être que là, le phragmite pourrait bénéficier de la symbiose, pas nécessairement pour les nutriments, mais pour le priming du système immunitaire contre les chytrides. Encore là, je m'avance, c'est de la pure spéculation. Fait, je pense que ça mérite beaucoup d'attention, mais je n'ai pas l'impression qu'on connaît énormément ce sujet-là. Je vois qu'il y aurait eu d'autres questions. On a un petit peu de problème à activer les micros. Donc, je vois entre autres qu'il y a quelqu'un, André Fortin, le professeur André Fortin, qui s'y connaît un peu dans le sujet, voulait poser une question. Je ne sais pas si on arrive à activer son micro. Je suis désolé, là, on essaie de... En attendant, une autre question de Marjolaine concernant toujours les toits extensifs, là, où il y avait essentiellement que du sédum. Est-ce qu'il y avait aussi beaucoup de mauvaises herbes là, qui, encore là, pourraient expliquer ou aider à expliquer la présence là, des mycorhizes ou la grande diversité que tu as trouvée? Oui, puis Antoine pourrait certainement répondre mieux à cette question-là. En fait, il y avait, même outre les mauvaises herbes dans les toits extensifs, il y avait aussi d'autres espèces qui étaient délibérément implantées, mais qui n'étaient pas nécessairement du sédum. Donc, c'était pas strictement des tapis de sédum dans les toits extensifs et plein d'autres plantes, mettons une grande diversité dans les toits intensifs. Donc oui, il y avait plein d'autres plantes hautes potentielles. Puis moi, ma première supposition, ça serait que ces plantes-là étaient importantes pour soutenir les mycorhizes. Par exemple, dans les plantes qui tolèrent bien la sécheresse, qui peuvent être utilisées en toit vert, il y en a qui sont très fortement mycorhizées, genre la ciboulette, le trèfle blanc, ça, c'est des plantes qui sont reconnues comme étant extrêmement dépendantes. Toute la famille des Liliacées en général, c'est des plantes qui sont très, 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 très fortement mycorhizées, qui sont même des fois utilisées comme le poireau pour multiplier nos cultures pures. Donc, on les exploite carrément. Le trèfle blanc aussi, c'est toujours une plante qui a une très forte réponse aux champignons mycorhiziens. Fait que je n'aurais pas de difficulté à croire que dans les toits extensifs, il y avait aussi d'autres plantes compagnes non crassulacées là, qui servaient à maintenir la population de mycorhizes. Okay. Ben, merci beaucoup. Désolé là, si on n'a pas pu activer les micros de certaines personnes qui voulaient s'adresser à nous. Je vous demande votre compréhension. Hein? C'est nouveau pour nous. On va s'adapter. On va être meilleur les prochaines fois.
Alors, merci beaucoup, Pierre-Luc. Puis, on a bien hâte de prendre connaissance sur tes recherches futures, là, notamment sur la mycorrhization sur les toits verts.